Mercure, la casse, avec ses 77 millions de kilomètres de distance moyenne, est la planète qui s'approche le plus souvent de nous. Logiquement, s'y rendre devrait être le plus facile. Mais c'est le plus grand paradoxe de l'histoire spatiale, car alors que plus de 30 sondes sont allées sur Mars, seules 2 ont réussi à se mettre en orbite autour de Mercure. La raison ? L'immense gravité du Soleil accélère tout vaisseau qui s'en approche, défiant les lois de la physique. Pour ralentir, 55% de la masse d'une sonde doit être du carburant pur. C'est techniquement une mission suicide. Mais Bepi Colombo tente l'impossible en résistant à une chaleur infernale de 430 degrés. Avec 9 assistances gravitationnelles critiques, elle révèle que la planète est toujours secouée par des failles actives. Si tu veux comprendre cette folie d'ingénierie et la face cachée de Mercure, abonne-toi. Nous commençons. Pendant des années, nous avons cru que le plus petit membre de notre système solaire, ce rocher brûlant juste à côté du Soleil, était une pierre ennuyeuse et morte. Dans les livres d'astronomie, Mercure a toujours été décrite comme une planète ordinaire, couverte de cratères et immobile. On nous a appris qu'elle était simplement la planète la plus proche du Soleil et que rien n'y changeait jamais. Mais quand la science moderne, les télescopes avancés et les sondes spatiales audacieuses ont regardé dans cette obscurité brûlante, tout a changé. Ce que nous avons vu n'était pas un simple tas de pierres, c'est au contraire. Nous avions devant nous un monde dynamique qui rétrécit, qui craque et qui se comporte comme une énigme cosmique. Nous savons maintenant que même nos hypothèses les plus fondamentales sur cette planète, comme le simple fait de l'appeler notre plus proche voisine, pourraient être truffées d'erreurs. En décrivant notre adresse cosmique dans le système solaire, nous tombons tous dans la même erreur. La plupart d'entre nous pensent que la planète la plus proche de la Terre est Vénus. Car dans les écoles, sur les affiches et dans les diagrammes simples, l'ordre est toujours le même. Mais c'est une illusion colossale. Vénus, lors de son mouvement orbital, peut s'approcher de nous jusqu'à 40 millions de kilomètres. C'est vrai, mais pendant que Vénus effectue son large tour autour du Soleil, elle passe 112 jours entiers de l'autre côté de l'étoile, cachée très loin de nous. C'est pourquoi, la plupart du temps, la planète la plus proche de nous n'est pas Vénus, mais Mercure. Les chiffres révèlent ce paradoxe de manière incontestable. La distance moyenne entre la Terre et Mercure est d'environ 77 millions de kilomètres. Comme Mercure est très proche du Soleil, son orbite est plus étroite et elle passe comme une tempête entre la Terre et le Soleil tous les 44 jours. C'est donc l'invitée la plus fréquente de notre quartier cosmique. Même Mars peut parfois être plus proche de nous que Mercure. Mais cela arrive très rarement. Par exemple, la planète rouge s'approchera de nous à une distance de 56 millions de kilomètres en 2287. Là, vous pouvez le noter dans vos calendriers. Mais si l'on regarde la moyenne générale, Mercure élimine tous ses concurrents. Ce n'est pas seulement une information sur la distance, c'est la plus grande preuve de notre mauvaise compréhension de la mécanique du système solaire. Car nous pensons aux planètes comme à des points fixes. Mais ce sont des cibles en mouvement constant, des cibles qui dansent. Alors, si elle est si proche, pourquoi est-il beaucoup plus difficile d'y aller que d'aller sur Mars ? Au cours de l'histoire humaine, nous avons envoyé 22 sondes vers Vénus et plus de 30 vers Mars. Mais seules 2 sondes ont atteint Mercure, qui est juste sous notre nez. Mariner 10 et Messenger. La raison de cet écart statistique n'est pas une simple erreur d'ingénierie, mais la gravité impitoyable du Soleil.
Mercure est en moyenne à 46 millions de kilomètres du Soleil. Être si proche signifie que tout engin envoyé là-bas est attiré et accéléré comme une pierre de fronde par l'immense gravité du Soleil. Mettre une sonde en orbite autour de Mercure, c'est comme essayer d'arrêter une voiture lancée à pleine vitesse au bord d'une falaise, sans freiner. Le véhicule accélère tellement que sa mise en orbite devient impossible. C'est pourquoi la sonde Messenger a dû suivre un itinéraire inconcevable de 6 ans et demi pour atteindre sa cible. Au lieu d'aller tout droit, elle a parcouru 8 milliards de kilomètres. C'est une distance plus grande que la position la plus éloignée de Pluton. Le poids total de Messenger était de 1100 kg. Le plus choquant, c'est que 55% de ce poids, soit environ 500 kg, n'était que du carburant. Et ce carburant n'était pas là pour accélérer le véhicule, mais pour pouvoir freiner face à la terrible attraction du Soleil. Les ingénieurs de la NASA ont dû utiliser des manœuvres de assistance gravitationnelle pour ne pas épuiser le carburant. La sonde a réduit sa vitesse en tournant une fois autour de la Terre, 2 fois autour de Vénus et 3 fois autour de Mercure. C'est seulement après ce balai complexe qu'elle a pu se mettre en orbite. Cette situation nous montre à quel point même les coins les plus proches de l'univers peuvent être inaccessibles, car dans l'espace, proche ne signifie jamais facile. Si vous pensez que Mercure est seulement un endroit difficile d'accès, vous vous trompez. La découverte la plus effrayante se cache dans la structure physique de la planète. Mercure se refroidit lentement depuis sa formation il y a 4,5 milliards d'années. Et ce processus de refroidissement affecte terriblement sa croûte. Tout comme un cookie chaud qui sort du four ou un raisin qui sèche se contracte. Mercure rétrécit. Mais il ne s'agit pas d'un changement de quelques centimètres. Le diamètre de la planète s'effondre de plusieurs kilomètres vers l'intérieur. Cette contraction crée d'énormes failles de chevauchement à la surface, c'est-à-dire des fractures gigantesques. Les anciennes données prévoyaient que le rayon de la planète avait diminué de 1 à 6 km depuis sa formation. C'était une fourchette très large et incertaine. Mais de nouvelles recherches ont révélé ce processus de manière beaucoup plus claire. Les scientifiques ont étudié 5900 failles différentes à la surface de Mercure. De nouvelles modélisations, basées uniquement sur les fractures les plus grandes et les plus évidentes, ont prouvé que le rayon de la planète a diminué de manière nette de 3 à 5 km. Ce n'est pas seulement une correction de données statistiques. Cela montre que Mercure est toujours tectoniquement active, que son intérieur bouge encore et que la planète s'effondre littéralement sur elle-même. La croûte se plisse comme un vêtement trop étroit sur un noyau qui se refroidit et ce faisant, elle pousse les roches de la surface sur des kilomètres de hauteur. Cette découverte transforme Mercure, de simples morceaux de pierre morte, en un monde qui respire encore géologiquement. Le rétrécissement spectaculaire de Mercure et les bizarreries de son orbite ne sont que la surface de l'histoire. Bien plus se cache dans les profondeurs de la planète et dans son étrange obscurité. Il ne s'agit pas seulement d'une contraction physique, mais aussi d'une étrangeté chimique. Des engins de nouvelle génération, comme Bepi Colombo, et des observations précises depuis la Terre, traquent des éléments qui ne devraient pas être là. Si près du Soleil, dans un enfer où tout devrait s'évaporer, les scientifiques ont commencé à trouver d'autres indices. Parmi ces immenses fissures à la surface, il y a des indices sur le passé sombre de la planète. Mais, lorsque nous assemblons ces indices, le tableau qui en ressort
est beaucoup plus complexe que prévu, car Mercure ne fait pas que rétrécir. Elle nous défie également avec son champ magnétique et la composition de sa surface. Et cette étrangeté chimique entraîne un paradoxe qui bouleverse les théories sur la formation de la planète. Car pendant des années, les scientifiques ont cru qu'une planète si proche du Soleil aurait dû perdre tous ses éléments volatiles lors de sa formation. Mais Mercure refuse obstinément de suivre cette règle. La présence d'éléments comme le sodium, le potassium et le soufre à sa surface donne l'impression que cette planète est née dans un coin complètement différent et beaucoup plus froid du système solaire et qu'elle a ensuite été entraînée ici, pour résoudre ce mystère et éclairer l'histoire sombre de Mercure, Tarast. L'humanité a lancé l'une des missions spatiales les plus complexes à ce jour. Son nom, Bepi Colombo. Cette mission ne tire pas son nom d'un personnage de dessin animé ou d'un héros mythologique. Son nom vient du mathématicien et ingénieur italien Giuseppe Bepi Colombo. Ce choix de nom n'est pas un hasard, car le professeur Colombo est l'homme qui a réussi l'impossible dans les années 1970 lors de la mission Mariner 10 de la NASA. À l'époque, la NASA pensait ne pouvoir passer qu'une seule fois à côté de Mercure. Mais les calculs de Colombo ont prouvé qu'en utilisant Vénus comme fronde gravitationnelle, le vaisseau pourrait passer 3 fois à côté de Mercure. Aujourd'hui, cette mission gigantesque, un projet commun de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale japonaise, porte son héritage et va encore plus loin. Bepi Colombo n'est pas un seul vaisseau spatial, mais une tour scientifique complexe et imbriquée. La mission peut être expliquée par la métaphore d'un nouveau pique-nique. Mais ce pique-nique a lieu au sommet de l'Everest. Aller à la montagne en voiture est facile. Mais grimper au sommet nécessite de prendre avec soi un anti-moustique, de la crème solaire, un chapeau et de la nourriture. Bepi Colombo porte toutes ses charges sur son dos. Le module de mission transporte 2 satellites distincts, le Planetary Orbiter européen, ou MPO, et le Magnetospheric Orbiter japonais, ou MIO. Ces 2 explorateurs sont partis en octobre 2018, mais pour atteindre leur destination, il leur faut bien plus qu'un simple trajet en ligne droite. Le voyage ressemble à une partie de billard cosmique de 7 ans, car pour pouvoir freiner contre l'immense gravité du Soleil, Bepi Colombo doit effectuer pas moins de 9 manœuvres d'assistance gravitationnelle. Une de ces manœuvres se déroule autour de la Terre, 2 autour de Vénus et 6 autour de Mercure. Le vaisseau effectue 18 tours complets autour du Soleil, parcourant une distance totale de 14,5 milliards de kilomètres. C'est comme une plongée suicide qui nécessite autant d'énergie que pour sortir du système solaire, mais qui, au contraire, tente de descendre au cœur du système. Si ces manœuvres de freinage complexes étaient effectuées avec la moindre erreur millimétrique, le vaisseau pourrait tomber directement dans le Soleil au lieu d'entrer en orbite. L'environnement qui attend les sondes à la fin de ce voyage dangereux est la définition scientifique de l'enfer. En orbite de Mercure, la température peut atteindre 430 degrés Celsius. C'est assez pour faire fondre le plomb. Mais le problème de Bepi Colombo n'est pas seulement la chaleur, c'est aussi la lumière. Les panneaux solaires doivent faire face au soleil pour produire de l'énergie. Mais regarder directement le soleil de si près pourrait les transformer instantanément en charbon. C'est pourquoi les ingénieurs ont conçu les panneaux pour qu'ils soient presque perpendiculaires aux rayons du soleil, c'est-à-dire tranchants comme une lame de rasoir. Les panneaux
doivent être positionnés à un angle si inefficace que des ailes gigantesques de 15 mètres de long sont nécessaires pour collecter suffisamment d'énergie. Est-ce de plus pour protéger le satellite japonais. MIO, un bouclier spécial appelé MOSIF, a été développé. Ce bouclier agit comme un parasol, protégeant les composants électroniques sensibles du rayonnement brûlant et du bombardement de particules du Soleil. Alors, pourquoi prenons-nous autant de risques et investissons-nous des milliards de dollars? Parce qu'à la surface de Mercure, il y a des structures qui empêchent les planétologues de dormir. La plus intéressante d'entre elles est la formation l'araignée, ou Panthéon Phocée de son nom scientifique. Cette structure est composée de centaines de longues et fines vallées qui rayonnent depuis le centre d'un cratère. Ces fissures de 40 km, qui ressemblent à première vue aux pattes d'une araignée géante, indiquent quelque chose venant de sous la croûte de la planète. Mais c'est une signature géologique trop symétrique et complexe pour être expliquée par un simple impact de météore. Certaines théories suggéraient que cette structure en araignée s'était formée à la suite des ondes de choc créées par l'impact du bassin géant de Caloris de l'autre côté de la planète. Mais de nouvelles données indiquent qu'il pourrait s'agir d'un mouvement de magma poussé de l'intérieur vers l'extérieur. Mercure ne serait donc pas une pierre complètement gelée. Un cœur volcanique pourrait encore battre sous sa croûte. Les données de la sonde Messenger avaient déjà montré la présence de plaines ressemblant à des coulées de lave et de cheminées volcaniques à la surface. Mais les capteurs avancés de Bepi-Colombo clarifieront quand ces structures se sont formées et si la planète est toujours active. Yes, Bepi-Colombo, grâce à son satellite, MIO, qui étudiera la magnétosphère de Mercure, cherchera également à savoir pourquoi cette petite planète possède toujours un champ magnétique. La Terre et Mercure sont les seules planètes rocheuses du système solaire capables de générer leur propre champ magnétique. Mars et Vénus n'ont pas cette capacité. Le noyau d'une petite planète comme Mercure aurait dû geler depuis longtemps et perdre son champ magnétique. Mais elle résiste encore. Cette situation suggère qu'il existe une source d'énergie cachée dans la structure du noyau, peut-être due à la présence de soufre liquide ou d'autres éléments. Cette mission n'est pas seulement pour comprendre Mercure, mais aussi une machine à remonter le temps pour voir l'avenir de notre propre planète. Car les données que Bepi-Colombo collectera révéleront la structure interne de la planète, sa morphologie de surface, l'origine de son champ magnétique et sa violente bataille avec les vents solaires. Lorsqu'ils seront pleinement en orbite en 2025, les deux satellites se sépareront et commenceront à scanner Mercure comme jamais auparavant avec une vision stéréo. Déjà, les premières photos envoyées lors des survols rapprochés ont commencé à révéler de nouvelles caractéristiques géologiques cachées dans l'ombre des cratères. Mais ce qui intrigue vraiment les scientifiques au-delà de ces détails de surface, c'est ce cri silencieux qui vient des profondeurs de la planète. Car nous savons maintenant avec certitude que Mercure rétrécit un peu plus chaque jour, qu'elle se fissure et s'effondre sur elle-même. L'incertitude des anciennes données a laissé place à des preuves claires. Mais ces preuves soulèvent plus de questions nouvelles et effrayantes que de réponses. Et alors que nous cherchons les réponses à ces questions, lorsque nous détournons notre regard de la proximité brûlante du Soleil vers les profondeurs de l'univers, le paysage qui s'offre à nous nous plonge dans un choc bien plus grand, car le rétrécissement de Mercure n'était que le début des étrangetés cosmiques. Des télescopes avancés et de nouvelles méthodes d'analyse criaient que l'univers est rempli d'anomalies qui nous obligent à réécrire le livre des règles de l'univers. Ce que vous allez entendre maintenant
n'est pas juste une nouvelle découverte de planètes. Ce sont des impossibilités qui défient les lois de la physique, les règles de la thermodynamique et les modèles astronomiques. Des choses qui ne devraient pas exister. Le premier grand choc a éclaté à des millions d'années-lumière de nous, dans l'ombre de la galaxie M61, alors que l'observatoire Rubin n'avait même pas encore commencé à fonctionner à pleine capacité. Quelque chose a attiré l'attention des astronomes lors des images de test. Quelque chose qui ressemblait à un fantôme cosmique. M61 est une galaxie spirale barrée, semblable à notre Voie lactée. Mais, en son centre ne se trouve pas un trou noir endormi comme le nôtre, mais un monstre actif et affamé qui dévore sauvagement la matière environnante. Et juste à côté de cette galaxie, une structure gigantesque est apparue, que personne n'avait jamais vue auparavant. Une structure qui ne devrait pas être là. Un courant d'étoiles, fin, tranchant comme une lame de rasoir et incroyablement long. Les dimensions de ce courant défient les limites de l'entendement humain. Sa longueur est de 50 kPa, c'est-à-dire environ 163 000 années-lumière. Vous devez comprendre ce que ce chiffre signifie. Le diamètre de notre propre maison géante, la Voie lactée, n'est que d'environ 100 000 années-lumière. Donc, cette trace fantôme découverte à côté de M61 est bien plus grande que notre galaxie entière. Cette structure émet une lumière équivalente à la luminosité de 100 millions de soleils. Mais la vraie question est, comment une structure plus grande qu'une galaxie brillant avec la puissance de 100 millions de soleils a-t-elle pu se cacher de nos télescopes les plus avancés pendant toutes ces années? Cela semblait impossible, car une structure aussi brillante et grande aurait dû briller comme une enseigne au néon dans l'obscurité de l'univers. Mais elle s'était cachée derrière l'éclat de M61. Cette découverte ébranle fondamentalement nos théories sur la croissance des galaxies. Ce courant était probablement les derniers vestiges d'une galaxie naine qui s'était trop approchée de M61. La gravité de M61 a capturé cette petite galaxie, l'a déchiquetée et a dispersé ses étoiles dans l'espace sur 163 000 années-lumière. Cet événement a déclenché une explosion soudaine de formation d'étoiles dans M61 il y a environ 10 millions d'années. Mais nous n'avons réalisé que maintenant la preuve sur la scène du crime, ce cimetière d'étoiles géant. L'univers était assez rusé pour cacher des structures colossales juste sous notre nez. Mais l'onde de choc ne vient pas seulement des galaxies lointaines, les géantes gazeuses de notre propre jardin pourraient aussi nous mentir. Pendant des années, nous avons pensé qu'Uranus était une planète froide, calme et thermodynamiquement morte. Car c'est ce que la sonde Voyager 2 nous a dit en passant à côté en 1986. Les données montraient que la planète n'émettait pas plus de chaleur qu'elle n'en recevait du Soleil. C'est une anomalie pour les géantes gazeuses. Le Jupiter, Saturne et Neptune émettent beaucoup plus de chaleur qu'elles n'en reçoivent en raison de leur processus interne. Par exemple, Neptune émet 162% d'énergie en plus qu'elle n'en reçoit du Soleil. Pour Saturne, ce taux est de 139% et pour Jupiter de 113%. Mais Uranus était silencieuse, ou du moins, c'est ce que nous pensions. De nouvelles analyses suggèrent que ce survol historique de 1986 pourrait avoir été une énorme erreur. Car lorsque Voyager 2 était là, le Soleil était extrêmement actif, ce qui a masqué le vrai visage d'Uranus. Les calculs effectués avec des données modernes crient que la vérité est tout le contraire.
Uranus émet en réalité 12,5% de chaleur en plus qu'elle n'en reçoit du Soleil. Non, ce chiffre peut sembler petit, mais il a l'effet d'un tremblement de terre en sciences planétaires. Car cela prouve que l'intérieur d'Uranus est encore chaud, que la chaleur résiduelle de sa formation, il y a des milliards d'années, s'échappe encore. Cette découverte nous oblige à jeter tous nos modèles sur l'évolution des géantes de glace et à tout réécrire. Uranus n'est pas froide et morte. C'est une énigme thermique difficile à comprendre, qui emprisonne la chaleur et la libère lentement. Pourtant, l'effondrement théorique le plus important a eu lieu sur Io, la lune volcanique de Jupiter. Pendant des décennies, une vérité incontestable était acceptée dans le monde scientifique. Il devait y avoir un océan de magma global et gigantesque sous la croûte d'Io, car cette petite lune est le corps volcanique le plus actif du système solaire. Elle projette constamment de la lave et du soufre dans l'espace depuis sa surface. La seule explication à une activité aussi intense était un océan de lave mondiale bouillonnant sous terre. Mais la sonde Juno de la NASA, lors de ses survols rapprochés en 2023 et 2024, a brisé cette théorie avec un marteau. Juno a écouté le champ de gravité d'Io comme un stéthoscope. S'il y avait eu un océan de magma liquide à l'intérieur, le mouvement de ce liquide, sous l'effet de marée de Jupiter, aurait dû créer une déviation notable dans les signaux radio du vaisseau. Mais Juno n'a rien entendu. Les données étaient claires. Il n'y a pas d'océan de magma global en dessous. Cela semblait impossible, car la surface d'Io monte et descend jusqu'à 100 mètres à chaque orbite sous l'effet de la gravité de Jupiter. Cette friction crée une chaleur immense. Alors, s'il n'y a pas d'océan de magma, comment ces volcans sont-ils alimentés? Cela indique que la structure interne d'Io est comme une éponge, que le magma n'est pas dans un seul océan, mais caché dans des poches dispersées et dans les vides entre les roches. Un dogme scientifique a été relégué aux oubliettes par un seul ensemble de données. Et comme si toutes ces impossibilités ne suffisaient pas, le système stellaire L 9859, à 35 années-lumière de nous, se moque des théories de formation planétaire. Il faudrait 35 ans pour y aller à la vitesse de la lumière. Et 600 000 ans en fusée. Le spectacle que nous verrions à notre arrivée serait un chaos total. Les planètes qui tournent autour de l'étoile naine rouge, au centre de ce système, dansent sur des orbites où elles ne devraient pas exister. Surtout la planète L 9859b. Cette planète a la moitié de la masse de Vénus, mais elle est si proche de son étoile qu'elle complète son année en seulement 2,25 jours. Elle est exposée à 22 fois l'énergie que la Terre reçoit du Soleil. À cette distance, l'atmosphère d'une planète, l'eau à sa surface et même ses roches auraient dû s'évaporer et être projetées dans l'espace. Elle aurait dû être comme un glaçon dans un four. Mais elle est là, solide, stable, et elle continue d'exister. La planète juste derrière, L9859c, tourne sur une orbite 13 fois plus proche que la distance de Mercure au Soleil. Elle fait un tour en 3,7 jours. Et selon les lois de la physique, ces planètes auraient dû être grillées depuis longtemps par la pression de radiation de leur étoile et dépouillées jusqu'à leur noyau nu. Mais elles nous montrent en pleine face que nos modèles de formation et de migration planétaire sont incomplets. Nous voyons que l'univers est rempli de galaxies géantes, cachées de géantes de glace, émettant une chaleur inattendue, de lunes éruptives, sans océan de magma et de planètes qui survivent au cœur de l'enfer.
chaque nouvelle donnée transforme une vérité que nous connaissions en erreur. Mais ce qui est vraiment effrayant, c'est que toutes ces découvertes étaient soit très loin de nous, soit dans des modèles théoriques. Et si le danger n'était pas si loin, mais caché dans la lumière brillante du Soleil que nous regardons chaque jour, car les astronomes ont commencé à traquer un ennemi invisible qui menace l'orbite de la Terre. Et cette fois, il ne s'agit pas seulement d'une curiosité scientifique, mais d'une question de survie. Et ce danger n'est pas un scénario hollywoodien où un astéroïde géant apparaît dans le ciel et nous avertit tous. Au contraire, nous parlons d'une menace qui agit comme un assassin silencieux et invisible, caché dans l'éclat aveuglant du Soleil. Car l'astéroïde récemment découvert, nommé 2025 SC79 et surnommé Scooby, nous a brutalement rappelé la plus grande faiblesse de nos systèmes de défense planétaire, notre cécité diurne. Trouver cet astéroïde était presque impossible, car son orbite le cachait constamment dans la lumière brillante du Soleil. Il tout comme une petite luciole passant devant les projecteurs géants d'un stade. Scooby se perdait dans l'éclat du Soleil. Mais, le 27 septembre 2025, alors que Scott Shepard et son équipe balayaient le ciel avec la Dark Energy Camera pendant cette très courte et critique fenêtre crépusculaire, ils ont capté un mouvement impossible. Juste à côté du Soleil, il y avait un point pâle se déplaçant extrêmement vite. Ce ne pouvait pas être une erreur ou une interférence. C'était l'un des fugitifs les plus dangereux du système solaire. Lorsque les chiffres ont révélé la gravité de cette découverte, le sang des scientifiques s'est glacé. Scooby est un rocher géant d'environ 700 mètres de diamètre. C'est plus grand que le deuxième plus haut bâtiment du monde, le gratte-ciel Merdeka 118 en Malaisie. Et si un tel objet frappait la Terre, le résultat ne serait pas mauvais. Ce serait apocalyptique. L'impact créerait une destruction à l'échelle continentale. Au moment de la collision, un séisme de magnitude 7,4 serait ressenti même à 500 km du point d'impact. L'onde de choc de l'explosion atteindrait une puissance suffisante pour faire éclater les fenêtres à 1600 km de distance. Et la poussière et les débris projetés dans l'atmosphère bloqueraient la lumière du Soleil, provoquant une catastrophe climatique mondiale. Un refroidissement similaire à un hiver nucléaire. Ce qui est encore plus surprenant, c'est la vitesse orbitale et la position de Scooby. Cet astéroïde complète un tour autour du Soleil en seulement 128 jours. C'est la deuxième orbite d'astéroïde la plus rapide connue dans tout le système solaire. Même Mercure fait son tour en 88 jours. Ce qui signifie que Scooby a une vitesse qui rivalise avec les planètes. De plus, son orbite reste entièrement à l'intérieur de l'orbite de Vénus. Cette caractéristique le place dans le groupe connu des astéroïdes Atira. Les Atira sont des objets très rares et les plus difficiles à trouver, dont les orbites sont entièrement à l'intérieur de l'orbite terrestre. Scooby n'est que le 39e membre de ce groupe. Mais ce qui le rend vraiment spécial, c'est comment il a survécu à cette proximité dangereuse avec le Soleil. Lors de son passage le plus proche, il est exposé à 6 fois plus de lumière solaire que la Terre, et sa température de surface grimpe à 220 degrés Celsius. Un rocher normal se fissurerait et se briserait sous ce cycle constant de cuisson et de refroidissement. Oh mais, Scooby reste solide. Cela suggère qu'il pourrait être un fossile de fer des premiers jours du système solaire, avec peut-être un noyau métallique dense. Mais les menaces de l'espace ne viennent pas seulement d'en haut. Elles viennent parfois des profondeurs de la Terre, de sous nos pieds.
Et ce qui a été découvert cette fois n'est pas aussi rapide qu'un astéroïde. Mais ses conséquences pourraient être un scénario de double catastrophe bien plus dévastateur. Pendant des années, les scientifiques ont considéré les deux failles géantes de la côte ouest des États-Unis, San Andreas et Cascadia, comme deux monstres distincts fonctionnant indépendamment. L'un était le problème de la Californie, l'autre celui de l'Oregon et de Washington. Mais des échantillons de sédiments prélevés au fond de l'océan ont révélé que ces deux géants sont dans une alliance mortelle. Les archives géologiques montrent qu'au cours des 3100 dernières années, ces deux failles se sont rompues ensemble, presque simultanément, au moins 10 fois. On appelle cela un séisme duplex. Les couches de sédiments au fond de l'océan prouvent que les débris de deux séismes géants distincts se sont empilés les uns sur les autres, avec un intervalle de temps si court que l'océan n'a même pas eu le temps de se calmer entre les deux. C'est un effet domino tectonique. Lorsque Cascadia se rompt, l'onde de contrainte qu'elle crée déclenche San Andreas, ou vice-versa. Cette découverte jette à la poubelle toutes les cartes de risque et les plans d'urgence, et car le scénario n'est plus le grand tremblement de terre, mais la double apocalypse. Les chiffres et le scénario de destruction potentielle repoussent les limites de la civilisation moderne. Lorsque la faille de Cascadia se rompt seule, elle peut produire un méga-séisme de magnitude 9 et déchirer 1000 à 1100 km de plancher océanique, créant un tsunami géant. Ce tsunami frapperait le littoral en quelques minutes seulement. Mais le vrai cauchemar commence juste après ce premier coup, peut-être quelques minutes ou quelques heures plus tard, lorsque la faille de San Andreas est également déclenchée. Toute la côte ouest de la Californie à Washington tremblerait sur une croûte terrestre qui s'ouvre comme une fermeture éclair. Lorsque le fameux tsunami orphelin de 1700 a frappé les côtes du Japon, personne n'en a compris la cause. Nous savons maintenant que ce tsunami était probablement le résultat de ce mécanisme double, et que San Andreas a peut-être aussi bougé silencieusement ce jour-là. Ce n'est pas seulement une catastrophe régionale, c'est un poignard planté dans le cœur de l'économie mondiale. Le tremblement de terre qui a frappé Kobe au Japon en 1995 en était une petite répétition. La rupture d'une seule faille de 40 km a causé des dommages de 200 milliards de dollars, détruit le port et paralysé la chaîne d'approvisionnement mondiale pendant des mois. Maintenant, nous parlons d'une rupture de 1000 km et de deux failles géantes s'activant en même temps. Cela signifie la fermeture des ports, l'effondrement des réseaux électriques et l'arrêt du commerce mondial. Les scientifiques ont trouvé ce lien au point triple de Mendocino, un point chaotique où 3 plaques tectoniques se frottent les unes contre les autres. Un changement de contrainte dans une faille est transféré à l'autre via cette jonction. C'est l'avertissement le plus clair et le plus effrayant que la nature nous donne, nous disant « Soyez prêts ». Des astéroïdes métalliques qui défient ce soleil, des failles continentales qui se déclenchent mutuellement, des courants d'étoiles géants cachés derrière les galaxies et des lunes éruptives sans océan de magma. Toutes ces découvertes montrent que l'univers et notre propre planète sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus connectés et beaucoup plus dangereux que nous ne le pensions. Nous savons maintenant que les choses que nous appelions impossibles ne sont que le produit de nos modèles incomplets. Mais toutes ces découvertes se nouent en une seule question. Comment tous ces systèmes complexes, ces mécanismes cachés et ces connexions invisibles fonctionnent-ils physiquement? Car savoir simplement ce qui se passe ne suffit pas. Nous devons comprendre comment ça marche. Il est temps de lever le voile mécanique derrière ces découvertes et de comprendre comment tournent exactement les engrenages du cosmos.
car savoir seulement ce qui se passe nous laisse à la surface de la réalité. Or, la véritable puissance de la science se cache dans les profondeurs de la question « Comment ?». Dans cette section, nous irons au-delà des découvertes choquantes pour examiner la logique de fonctionnement de l'univers, l'histoire thermique des planètes et l'ingénierie délicate qui permet aux télescopes géants de voir. Il est temps de ralentir un peu et de se laisser captiver par la magie des détails. Tout d'abord, examinons de plus près le processus physique derrière le rétrécissement spectaculaire de Mercure, le mécanisme de contraction thermique. Nous n'avons pas besoin de formules complexes pour comprendre ce processus. Une simple analogie de cuisine fera l'affaire. Imaginez un gâteau chaud et gonflé, tout juste sorti du four. À mesure que le gâteau refroidit, les bulles d'air et l'humidité à l'intérieur diminuent. Son volume se réduit et sa croûte supérieure se plisse et se fissure. Mercure se comporte exactement comme un gâteau cosmique. Lorsqu'elle s'est formée, il y a 4,5 milliards d'années, c'était une sphère incandescente de roche et de métal en fusion. Mais, en rayonnant de la chaleur dans le froid glacial de l'espace pendant des milliards d'années, son énorme noyau métallique a commencé à se refroidir et à se solidifier. Physiquement, ce processus signifie que le volume du noyau diminue. Mais la croûte rocheuse solide au-dessus, la lithosphère de la planète, doit s'adapter à cette partie interne qui rétrécit. La croûte se comporte comme un vêtement trop grand lorsque le support en dessous est retiré. Mais la roche n'est pas flexible. Au lieu de se plisser, elle se brise. Ce sont ces fractures qui créent ces énormes failles de chevauchement que nous voyons à la surface appelées escarpements lobés. Ces failles se forment lorsqu'un morceau de la croûte est poussé sur un autre, créant des falaises de plusieurs kilomètres de long et de centaines de mètres de haut à la surface. Les anciennes méthodes d'analyse examinaient la longueur et la hauteur de chaque faille pour calculer cette contraction. Mais cette méthode donnait des résultats très variables en fonction du nombre de failles dans l'ensemble de données. Par exemple, lorsque peu de failles étaient examinées, la contraction était d'environ 1 km. Mais lorsque plus de failles étaient ajoutées, ce chiffre pouvait grimper jusqu'à 6 km. De cette incohérence créait une incertitude scientifique. La nouvelle méthode, pour éliminer le bruit des points de données individuels, s'est concentrée sur la plus grande population de failles. C'est comme mesurer la taille des arbres dans une forêt, en prenant comme référence non pas chaque jeune pousse, mais les arbres les plus anciens et les plus grands. Avec cette approche, les tests effectués sur des ensembles de 5900, 653 et 100 failles différentes ont tous indiqué de manière cohérente une contraction du rayon de 3 à 5 km. Cette nouvelle méthodologie a établi une norme révolutionnaire, non seulement pour Mercure, mais aussi pour d'autres planètes tectoniquement actives comme Mars. Maintenant, descendons un peu plus loin, dans le cœur volcanique d'Io, et examinons le mécanisme de chauffage par effet de marée qui y opère. C'est l'une des méthodes de production d'énergie les plus puissantes, mais les moins comprises de l'univers. Ce qui alimente les volcans d'Io n'est pas la désintégration radioactive ou la chaleur de formation, comme sur Terre, Sachi, mais la pure friction mécanique. Pour comprendre cela, imaginez que vous prenez un fil de fer rigide et que vous le pliez et le redressez continuellement. Après un certain temps, à phase sexe, vous sentirez que le point de flexion devient extrêmement chaud. C'est exactement ce que Jupiter et les autres lunes font à Io. Alors qu'Io orbite autour de la gigantesque Jupiter, elle est également tiraillée par les forces gravitationnelles d'autres grandes lunes sur son orbite extérieure, comme Europe et Ganymède. Cette situation rend l'orbite d'Io
légèrement elliptique. Par conséquent, Io est plus proche de Jupiter à certains points de son orbite et plus éloignée à d'autres. Lorsqu'elle s'approche de Jupiter, l'énorme gravité de la planète étire Io comme un œuf. Lorsqu'elle s'éloigne, la Lune essaie de reprendre sa forme sphérique. Ce mouvement constant de compression et de relâchement fait bouger la surface solide d'Io de haut en bas, jusqu'à 100 mètres à chaque orbite, soit la hauteur d'un immeuble d'environ 30 étages. Cette déformation physique massive provoque le frottement des roches à l'intérieur de la Lune les unes contre les autres. Et cette friction produit une quantité énorme d'énergie thermique. Cette énergie fait fondre les roches en magma et le projette à la surface sous pression. L'ancienne théorie soutenait que cette chaleur était si intense qu'elle créait un océan de magma global sous toute la croûte. Mais les données gravitationnelles de Juno ont montré que ce n'était pas le cas. S'il y avait eu un océan de magma, le déplacement de la masse liquide aurait créé une déviation notable dans les accéléromètres sensibles de Juno. L'absence de cette déviation a prouvé que la chaleur alimente des poches locales, et non un seul océan, tout comme l'eau dans les pores d'une éponge. Le magma s'accumule dans les vides et les fissures à l'intérieur de la croûte d'Io. Et ce mécanisme est une clé essentielle pour comprendre comment des océans d'eau liquide peuvent exister sur des lunes glacées comme Europe et Encelade. Car le même chauffage par effet de marée y fait fondre non pas la roche, mais la glace, créant des environnements propices à la vie. Tournons à nouveau nos yeux vers le ciel et concentrons-nous sur la technologie qui nous transporte dans les profondeurs de l'univers. Le mécanisme d'imagerie en accéléré de l'observatoire Rubin. En astronomie, les télescopes se concentrent généralement sur un très petit point du ciel et collectent de la lumière pendant une longue période pour obtenir une image profonde. C'est comme regarder à travers un trou d'épingle. Vous voyez très loin, mais vous manquez les environs. L'observatoire Rubin, lui, change complètement cette approche et balaie le ciel comme une pellicule de film. Au cœur de Rubin se trouve un système de miroirs géants de 8,4 mètres et la plus grande caméra numérique du monde. La caméra LSST. Cette caméra a la taille d'un SUV et pèse 2700 kg. Elle a une résolution de 3200 mégapixels. Pour afficher une seule de ces images en pleine résolution, il vous faudrait 400 téléviseurs 4K Ultra HD. Mais ce qui rend Rubin unique n'est pas seulement sa taille, mais sa vitesse. Le télescope peut tourner son énorme corps de 220 tonnes vers une nouvelle position en seulement 5 secondes et commencer immédiatement à prendre des photos. C'est comme faire tourner un transatlantique avec l'agilité d'un hors-bord. Et grâce à cette vitesse et à ce large champ de vision, Rubin balaie une énorme partie du ciel chaque nuit et cartographie entièrement l'hémisphère sud toutes les 3 nuits. Ce processus sera répété pendant 10 ans. Au final, nous n'aurons pas une carte statique, mais un film de 10 ans de l'univers en haute résolution. Pourquoi ce mécanisme est-il si efficace? Car l'univers n'est pas statique. Les astéroïdes bougent, les étoiles brillent et s'éteignent. Les supernovae explosent. Les anciens télescopes manquaient ces changements instantanés. Rubin, lui, compare numériquement chaque nouvelle image prise la nuit avec les images des nuits précédentes. Si même un seul pixel a changé, le système le détecte instantanément et envoie une alerte automatique à tous les astronomes du monde en moins de 60 secondes. Si c'est comme prendre le pouls de l'univers seconde par seconde. C'est cette capacité d'analyse différentielle qui nous a permis de trouver ce courant d'étoiles géant à côté de la galaxie M60 et un
ou des astéroïdes comme Scooby cachés dans l'éclat du Soleil. Enfin, examinons ce mystérieux déséquilibre thermique dans l'atmosphère de Jupiter et le mécanisme de focalisation gravitationnelle. Jupiter est comme l'aspirateur du système solaire, mais il remplit cette fonction avec un principe physique bien plus complexe que nous ne le pensions. La masse de Jupiter est 2,5 fois la masse totale de toutes les autres planètes. Cette masse énorme creuse un puits si profond dans le tissu de l'espace-temps qu'elle dévie l'orbite de tout objet qui passe à proximité. Mais ce n'est pas une simple attraction, et Jupiter augmente artificiellement la section efficace de collision des objets dans l'espace. Pour comprendre cela, imaginez des footballeurs essayant de marquer un but. Le but est normalement fixe. Mais s'il y avait un aimant géant derrière le but et que le ballon était en fer, même les tirs qui manqueraient, le but serait attiré vers celui-ci par l'aimant, en suivant une trajectoire courbe. C'est exactement ce que fait Jupiter. Une comète ou un astéroïde qui passerait normalement à côté de la planète est dévié de sa trajectoire par l'immense gravité de Jupiter et attiré sur la planète. Cet effet est valable sur une zone beaucoup plus large que la taille physique de Jupiter. Le diamètre de Jupiter est 11 fois celui de la Terre, mais sa cible gravitationnelle est 125 fois plus grande que celle de la Terre. Mais ce mécanisme explique pourquoi Jupiter est constamment bombardé par des débris cosmiques. L'impact de la comète Shoemaker-Levy, 9 en 1994, ou l'impact d'astéroïdes géants de 2009 ne sont pas des coïncidences. Jupiter attire sur lui les mines errantes qui circulent librement dans le système solaire. Mais ce rôle de protecteur est une épée à double tranchant. Jupiter avale parfois ces objets, certes, et parfois il les projette comme une fronde vers le système solaire interne, c'est-à-dire sur la Terre. C'est là que la capacité de balayage rapide de l'observatoire Rubin devient d'une importance vitale, car nous devons voir à l'avance un cadeau que Jupiter nous enverrait, la croûte qui se contracte de mercure, le cœur brûlant par friction d'Io-Yang, les yeux qui figent le temps de Rubin et l'aimant cosmique de Jupiter. Si tous ces mécanismes révèlent la nature précise et tout aussi sauvage de l'univers, qui fonctionne comme une horloge. Mais, au-delà de ces détails techniques, d'autres processus sont à l'œuvre aux limites du système et même dans les profondeurs de notre propre planète. Et le plus complexe et le moins compris de ces processus est peut-être le mécanisme physique qui opère à l'intérieur de la bulle de plasma chaud, géante qui nous entoure, aux confins de notre propre système solaire. Car nous savons maintenant que notre Soleil et nos planètes ne flottent pas au hasard dans l'espace. Nous vivons en fait au centre même d'un vide de gaz géant, chaud et de faible densité, creusé par des supernovas qui ont explosé il y a des millions d'années, la bulle locale chaude. Pour comprendre cette structure, imaginez un fromage suisse, et l'espace est rempli de gaz et de poussière dense. Mais lorsque les supernovas explosent, elles projettent cette matière dense et créent des vides, comme les trous dans le fromage. Et nous sommes à l'intérieur de l'un de ces trous. Le mécanisme de formation de cette bulle repose sur un processus de dynamitage cosmique. Il y a environ 10 à 20 millions d'années, une série d'étoiles massives dans notre voisinage sont arrivées à la fin de leur vie et ont explosé en supernova. Les ondes de choc de ces explosions ont balayé le gaz interstellaire froid et dense environnant. Tout comme un chasse-neige nettoie la neige de la route et la pousse sur les côtés, les chocs de supernova ont poussé le gaz vers les parois de la bulle. Donc ce qui est resté,
C'est un environnement de plasma d'environ 1000 années-lumière de large, extrêmement chaud, environ 1 million de degrés Kelvin, mais de très faible densité. Cette faible densité empêche la chaleur de se dissiper rapidement et isole l'intérieur de la bulle de l'espace froid extérieur. Autrefois, nous pensions que cette bulle était une structure complètement fermée et isolée. Mais le nouveau télescope eROSITA a montré que cette structure est beaucoup plus dynamique que nous ne le pensions. La pression à l'intérieur de la bulle s'est avérée plus faible que ce que prévoyaient les modèles. Cela indique que certaines parties de la bulle sont percées et que le gaz chaud s'échappe vers l'extérieur, vers le halo galactique. C'est plus intéressant encore. Les données d'eROSITA ont révélé que cette bulle est connectée à d'autres bulles. Tout comme les tunnels qui relient les galeries de taupe, Chipachas, notre bulle est reliée aux vestiges de supernovae voisins par des tunnels interstellaires. Un tunnel s'étendant notamment en direction de la constellation du Grand Chien permet au gaz chaud de circuler. Ce mécanisme fonctionne comme un gigantesque système de circulation qui assure la distribution de la matière et de l'énergie dans la galaxie. Prouver l'existence de cette structure et en résoudre la mécanique a été un processus digne d'un roman policier pour les scientifiques. Car la source de la lueur en rayons X mous que nous voyons dans le ciel a longtemps fait l'objet de débats. Cette lueur avait deux sources potentielles. Soit elle provenait de notre bulle locale chaude, soit elle était formée par l'interaction des vents solaires avec les atomes neutres entrant dans notre système. Ce deuxième processus est appelé échange de charge. Lorsque les particules chargées du Soleil heurtent les atomes neutres de l'espace extérieur, elles volent leurs électrons et émettent des rayons X au cours du processus. Pour distinguer ces deux sources, la NASA a lancé la mission de fusée, DXL. Cette fusée n'a effectué qu'un vol spatial de 5 minutes en 2012. Mais les données qu'elle a collectées valaient de l'or. Les scientifiques ont examiné en particulier une région spéciale appelée le cône de focalisation de l'hélium. C'est une région dense où les atomes d'hélium neutre entrant dans le système solaire sont focalisés par la gravité du Soleil. Si la principale source de rayons X était l'interaction du vent solaire, échange de charge, le signal provenant de cette région aurait dû être beaucoup plus fort. Mais la comparaison des données DXL et des anciennes données ROSAT a montré que l'échange de charge ne représentait que 40% du signal total. Le signal dominant restant de 60% provenait directement de la bulle locale chaude. Ce fut la preuve définitive de l'existence et de la température de la bulle. Maintenant, rapprochons-nous un peu plus et concentrons-nous sur le mécanisme tectonique de notre propre planète et le processus de délaminage sous les continents. Nous pensions que les continents ne se séparaient qu'en surface, se détachant comme des pièces de puzzle. Les côtes de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, qui s'emboîtent, étaient la plus grande preuve de cette vision superficielle. Mais de nouveaux modèles géophysiques montrent que le processus fonctionne avec un mécanisme insidieux de pelage, qui commence beaucoup plus profondément, au plus bas de la lithosphère. On peut comparer ce processus à la tentative de décoller une étiquette d'une vitre. En tirant l'étiquette, parfois seule, la partie supérieure en papier vient, tandis que la couche adhésive inférieure reste sur la vitre ou se déchire en morceaux. Lorsque les continents commencent à se séparer, c'est-à-dire pendant le processus de rifting, une tension énorme se forme à une profondeur de 150 à 200 km. Cette tension crée une ondulation dans le manteau. Les scientifiques appellent cela une onde du manteau. Cette onde se déplace des millions de fois plus lentement qu'un escargot.
mais sa puissance est imparable. À mesure que l'onde progresse, elle arrache des morceaux gigantesques de la racine du continent, la quille. Ces morceaux arrachés s'enfoncent dans les profondeurs du manteau. Les anciennes théories disaient que le volcanisme ne se formait que de deux manières, soit par la subduction des plaques océaniques, soit par des panaches de manteaux chauds montant du noyau. Mais certaines îles volcaniques, comme l'île Christmas dans l'océan Indien, ne correspondaient à aucun de ces deux modèles. L'analyse chimique des laves de ces îles contenait des éléments normalement absents du plancher océanique, spécifiques uniquement à la croûte continentale. C'était une anomalie. Le nouveau modèle de délaminage par le bas a résolu ce mystère. Ces anciens morceaux de croûte arrachés sous les continents et mélangés au manteau sont transportés sur des milliers de kilomètres par les courants du manteau et, des millions d'années plus tard, remontent à la surface au milieu de l'océan sous la forme d'un volcan, tout comme des pépites de chocolat mélangées à une pâte à gâteau. Ces anciens morceaux de continent laissent leur signature chimique dans les laves lorsqu'ils fondent et remontent à la surface. Et ce mécanisme explique comment les effets de la fragmentation du supercontinent Gondwana il y a 100 millions d'années sont encore visibles aujourd'hui dans les volcans de l'océan Indien. Et enfin, abordons cet équilibre délicat qui protège le champ magnétique de la Terre, mais qui alimente aussi les scénarios apocalyptiques, le mécanisme d'inversion géomagnétique. Le noyau de la Terre est comme une dynamo géante composée de fer et de nickel liquide. Le mouvement de ce métal liquide crée le bouclier magnétique qui protège notre planète des radiations solaires nocives. Mais ce bouclier n'est pas stable. Les archives géologiques montrent que les pôles magnétiques ont changé de place des centaines de fois au cours de l'histoire. Il y a eu des périodes où les boussoles indiquaient le sud et non le nord. Le mécanisme de ce processus repose sur la nature chaotique du flux liquide dans le noyau, tout comme les courants de convection dans une soupe en ébullition. Les courants dans le noyau deviennent parfois désordonnés. Ce désordre provoque un affaiblissement du champ magnétique et les pôles commencent à dériver. Actuellement, le pôle nord magnétique se déplace rapidement du Canada vers la Sibérie. Serait-ce le signe d'une inversion imminente? L'ancienne opinion était que ce changement prenait des milliers d'années. Mais de nouvelles données suggèrent que ce processus peut parfois se produire en un temps aussi court qu'une vie humaine, voire en 100 ans. Si une telle chose se produisait, notre bouclier magnétique s'affaiblirait temporairement et la Terre serait vulnérable aux radiations mortelles du Soleil, les tunnels de la bulle locale chaude, les racines arrachées sous les continents et la danse tremblante de notre bouclier magnétique. Tous ces mécanismes montrent à quel point l'univers et notre planète reposent sur des équilibres délicats. Chaque fois que la science répond à la question « Comment ?», notre admiration pour la complexité du système augmente d'un cran. Mais ce qui est vraiment excitant, c'est le point final vers lequel tous ces détails techniques et processus physiques nous mènent. Car lorsque nous assemblons ces pièces, ce qui apparaît n'est pas seulement un tableau scientifique, mais une histoire à couper le souffle et tout aussi effrayante, qui interroge l'avenir de l'humanité, sa lutte pour la survie et sa place dans l'univers. Il est temps de passer de la théorie à la pratique, de l'observation à l'action et de regarder le final dramatique de la grande image. Et juste au moment où nous pensions avoir tout compris, le véritable miracle qui a bouleversé toutes les limites de la science est tombé sur nous comme une avalanche depuis les coins les plus sombres et les plus éloignés
du cosmos. Nous ne parlons plus de théories, de modèles ou de petites corrections. Ce qui se dresse devant nous maintenant est une réalité qui réécrit l'histoire de l'univers, qui invalide d'un seul coup tout ce que nous savions et qui fait voler en éclats les limites de l'esprit humain. Car lorsque le télescope spatial James Webb a ouvert les yeux, il n'a pas seulement vu des étoiles, il a regardé au commencement du temps, à la naissance de l'univers, Quark-T, et il y a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, l'impossible lui-même. Le premier grand choc est apparu sous le nom de JADES-GS-Z, un 4-0, un fantôme venu de l'aube de l'univers. Ce n'est pas seulement une galaxie lointaine, c'est la lumière la plus ancienne, la plus lointaine et la plus impossible, vue à travers la vitre d'une machine à remonter le temps. Webb l'a capturée il y a exactement 13 400 millions d'années, seulement 290 millions d'années après la naissance de l'univers. Imaginez, l'âge de l'univers est de 13,8 milliards d'années. Et nous regardons 13,4 milliards d'années en arrière. C'est comme regarder les 2 premières années de la vie de 100 ans d'un être humain. À cette époque, l'univers aurait dû être sombre, froid et vide. Nous aurions dû être au milieu des âges sombres, où les étoiles n'étaient pas encore nées, où les galaxies ne s'étaient sans doute pas encore formées. Mais Webb n'a pas trouvé le néant là-bas. Il a trouvé une galaxie brillante, énorme et pleinement développée. L'existence même de cette galaxie est une révolution en soi. Mais lorsque les chiffres entrent en jeu, la révolution laisse place à un chaos total. JADES GSZ 14-0 mesure 1600 années-lumière de large. Pour une période aussi précoce, cette taille est inconcevable. Sa masse est de 500 millions de fois la masse du Soleil. À cette époque, l'univers n'avait pas assez de temps pour rassembler autant de matière et former une structure aussi grande. Les lois de la physique n'auraient pas dû le permettre, qui selon le modèle standard, les premières galaxies auraient dû être petites, dispersées et pâles. Mais cette galaxie est aussi brillante et organisée que la Voie lactée aujourd'hui. C'est aussi absurde qu'un nouveau-né qui se mettrait soudain à courir comme un adulte. Le monde scientifique est resté bouche bée devant cette découverte, car cette galaxie crie que la vitesse de formation de l'univers est bien plus rapide, bien plus sauvage et bien plus efficace que ce que nous avions estimé. Mais l'onde de choc ne s'est pas arrêtée, au contraire, elle s'est intensifiée. Car Webb n'a pas seulement trouvé une seule galaxie impossible, il a surpris l'un des plus anciens trous noirs de l'univers, un monstre dans son sommeil. Au cœur de la galaxie GN-11, un trou noir supermassif a été détecté, existant seulement 400 millions d'années après le Big Bang. Ce trou noir est 1,6 million de fois plus massif que le Soleil. Et c'est un chiffre qui pulvérise toutes les limites théoriques. La croissance des trous noirs prend du temps. Ils avalent lentement la matière, grandissent et fusionnent. Selon nos modèles, il faudrait des milliards d'années à un trou noir pour atteindre 1,6 million de masse solaire. Mais ce monstre a atteint cette taille énorme en seulement 400 millions d'années, alors que l'univers en était encore à ses balbutiements. Comment est-ce possible? Ce trou noir a grossi en dépassant de 5 fois la limite d'alimentation physique appelée limite d'Eddington, c'est-à-dire qu'il a avalé de la matière 5 fois plus vite qu'il n'aurait dû théoriquement pouvoir le faire. C'est comme si un humain mangeait 5 ans de nourriture en un seul repas. Cette découverte renforce la théorie de la graine lourde. L'idée que les trous noirs ne se forment pas à partir d'étoiles,
mais directement de l'effondrement de nuages de gaz géants. Si c'est vrai, les trous noirs pourraient être nés avant les galaxies. Les architectes de l'univers ne se renassent pas les étoiles, mais ces monstres sombres. Nous continuons sans ralentir, s'apprêt, car l'univers ne nous laisse aucun répit. Un autre record a été établi avec la galaxie CIR 2 1112, une jumelle de la Voie lactée, seulement 2 milliards d'années après le Big Bang, c'est-à-dire dans les 15% de l'histoire de l'univers. Nous avons devant nous une galaxie spirale barrée parfaite. Il a fallu des milliards d'années à notre galaxie, la Voie lactée, pour prendre cette forme. Les scientifiques pensaient que les structures spirales barrées se voyaient dans les galaxies matures, appartenant à la période de vieillesse de l'univers. Il était considéré comme impossible qu'une structure aussi ordonnée survive dans l'environnement chaotique et rempli de collisions de l'univers primitif. Mais CIRS 2112 est là tournant avec toute son élégance. La structure en barre au centre de cette galaxie montre que les étoiles et le gaz se déplacent de manière ordonnée, que la galaxie est dynamiquement assise. C'est la preuve que l'univers a atteint l'ordre bien plus tôt que nous ne le pensions. En un clin d'œil cosmique de 2 milliards d'années. L'ordre est né du chaos. Cette découverte met également au défi les modèles de matière noire. Car le rôle de la matière noire est crucial dans la formation des galaxies. Si une galaxie aussi ordonnée existe à une période aussi précoce, la matière noire a dû jouer un rôle beaucoup plus dominant et régulateur dans les premiers instants de l'univers que nous ne le pensions. Les livres sur l'évolution des galaxies, en particulier le chapitre sur la séquence de Hubble, doivent être entièrement réécrits. Et maintenant, nous arrivons à la plus dramatique de toutes ces découvertes. Le final d'une histoire de détective cosmique. Le système Luhmann 16 à seulement 6,5 années-lumière de nous, juste sous notre nez. Un système composé de 2 naines brunes. Les naines brunes sont des étoiles ratées, qui n'ont pu devenir ni des étoiles, ni rester des planètes. Elles sont froides, sombres et mystérieuses. Mais les découvertes sur Luhmann 16b ont bouleversé tout ce que nous savions sur les atmosphères planétaires. Il a été découvert que dans l'atmosphère de cet objet, les nuages sont faits de fer et de silicate, c'est-à-dire de sable et de métal. Imaginez, dans le ciel flottent non pas de la vapeur d'eau, mais du fer en fusion et des particules de verre. La température dépasse les 1000 degrés Celsius. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est le mouvement de ces nuages. Et dans l'atmosphère de Luhmann 16b, il y a des tempêtes et des bandes à l'échelle mondiale, similaires à celles de Jupiter, mais beaucoup plus violentes. Ces tempêtes transportent des pluies de métal en fusion d'un bout à l'autre de la planète. Pour la première fois, la carte atmosphérique d'un objet en dehors du système solaire a été établie avec autant de détails. Et il a été vu que les naines brunes ne sont pas seulement des restes d'étoiles éteintes. Ce sont des mondes extrêmement dynamiques et chaotiques où pleuvent des nuages de métal et où éclatent des tempêtes de verre. Cette découverte est un bond de géant dans la compréhension des atmosphères d'exoplanètes. Car nous ne nous demandons plus seulement « qu'y a-t-il là-bas ?» Nous demandons « quel temps fait-il ?» Et la réponse dépasse même notre imagination. Un enfer pluvieux de métal et de tempêtes. Enfin, concentrons-nous sur cette découverte cruciale venue d'Europe, la lune de Jupiter, qui pourrait changer à jamais notre quête de la vie, la trace de carbone. Nous savions qu'il y avait un océan géant sous la surface glacée d'Europe, mais la question de savoir si cet océan pouvait abriter la vie dépendait de sa composition chimique.
Le télescope Webb a détecté une concentration de glace de dioxyde de carbone dans une région spécifique de la surface d'Europe. Un terrain chaotique appelé Tara Regio. La source de ce carbone était critique. Venait-il de l'extérieur ou de l'intérieur? Les spectromètres sensibles de Webb ont confirmé que ce carbone provenait de l'océan, c'est-à-dire de l'intérieur. Cela signifie que l'océan sous Europe a une chimie à base de carbone, contenant les briques fondamentales de la vie. Pour la première fois, nous avons trouvé une preuve chimique directe qu'un océan du système solaire externe est potentiellement habitable. Ce n'est pas seulement de l'eau, c'est une soupe où la chimie organique peut danser. S'il y a du carbone barre vertical, il peut y avoir d'autres composants de la vie. Cette découverte fait d'Europe la cible numéro 1 dans la quête de la vie dans l'univers. Nous ne demandons plus seulement « y a-t-il de l'eau ?» Nous demandons « il y a du carbone ?» Alors qu'en est-il de l'ADN? Toutes ces galaxies records, ces trous noirs impossibles, ces structures ordonnées précoces, ces mondes aux pluies de métal et ces océans carbonés. Chaque fois que James Webb et les autres instruments d'observation modernes lèvent le rideau de l'univers, nous trouvons derrière une scène bien plus grande, bien plus complexe et bien plus vivante que prévu. L'univers n'est pas silencieux, l'univers n'est pas vide. Et plus important encore, l'univers est trop sauvage pour tenir dans nos modèles étroits et limités. Mais toutes ces découvertes nous conduisent à une seule conclusion inévitable, au point le plus crucial de la grande image. Car lorsque toutes ces pièces s'assemblent, ce qui émerge n'est pas seulement une curiosité scientifique, mais une réalité existentielle. Je sais pourquoi. Toutes ces découvertes nous chuchotent en fait une seule vérité, une conclusion inévitable. L'histoire de l'univers a peut-être commencé de manière beaucoup plus peuplée, beaucoup plus rapide et beaucoup plus habitable que nous ne le pensions. Des océans remplis de carbone, des galaxies géantes nées prématurément et des trous noirs qui ont grandi avant l'heure. Ce ne sont pas de simples anomalies fortuites. Ce sont les preuves que l'univers était impatient de créer la vie et la complexité. Que l'horloge cosmique a tourné beaucoup plus vite que nos estimations. Et cette vitesse se manifeste non seulement dans le passé, mais aussi dans les autres découvertes épiques qui nous attendent à l'avenir. Et maintenant, tournons nos yeux au-delà des limites de notre propre système solaire, vers l'un des coins les plus éloignés, les plus froids et les plus mystérieux de notre galaxie. Le nuage de Oort est le géant théorique qui se cache au-delà, défiant les limites de la science-fiction. La planète Tyché. Ce n'est pas seulement la recherche d'une nouvelle planète, c'est une chasse cosmique qui changera complètement la carte du système solaire. Les scientifiques croient que l'influence de la gravité du Soleil s'étend bien plus loin que nous ne le pensions, jusqu'à des distances que même la lumière met 1 an à atteindre. Et là, dans les profondeurs du nuage de Oort, le lieu de naissance de billions de comètes, pourrait se cacher une géante gazeuse colossale, 4 fois plus grande que Jupiter. Si les soupçons sur l'existence de Tyché proviennent des déviations inexpliquées dans les orbites des comètes à longue période. Lorsque ces comètes entrent dans le système solaire interne avec leurs orbites de milliers d'années, elles se comportent comme si elles étaient poussées par une main invisible. Cette main pourrait être une planète géante flottant dans l'obscurité, au-delà de Pluton, des milliers de fois plus loin que Neptune. Si Tyché est là, ce ne serait pas la 9e planète du système solaire, mais son roi perdu. Sa masse pourrait être supérieure à celle de toutes les autres planètes réunies. Et ce géant
attend peut-être là en silence depuis des milliards d'années, nous rappelant son existence de temps en temps en nous lançant des comètes. Bien que les données du télescope WISE n'aient pas encore fourni de preuves définitives, l'existence de ce géant théorique montre que les frontières du système solaire sont beaucoup plus larges et peuplées que nous ne le pensions. Mais les surprises de l'univers ne se limitent pas aux planètes. Parfois les étoiles, elles-mêmes, se rebellent contre les règles que nous connaissons. Et l'exemple le plus frappant est cette planète qui survit dans une position impossible dans le système Luyten 98-59. Ce système, à 35 années-lumière de la Terre, fonctionne comme un laboratoire cosmique. Mais la planète la plus interne du système, L9-8-59b, se moque des lois de la thermodynamique. Sa masse est la moitié de celle de Vénus, mais elle est si proche de son étoile qu'une année ne dure que 2,25 jours. Et c'est une infime fraction de la distance de Mercure au Soleil. À cette distance, la surface d'une planète atteint des milliers de degrés. La radiation est si intense qu'elle devrait arracher l'atmosphère de la planète, son eau et même les roches à sa surface. Cette planète aurait dû se transformer en un noyau métallique nu et calciné. Mais les observations montrent que L98-59b est toujours là, conservant sa masse. Comment est-ce possible? Peut-être que cette planète a une structure métallique beaucoup plus dense que nous ne le pensions. Ou peut-être a-t-elle une atmosphère exotique résistante aux radiations que nous n'avons pas encore découvertes. Cette découverte change radicalement les questions « Qu'est-ce qu'une planète ?» et « Où peut-elle exister ?» Le concept de zone habitable est ébranlé, car même s'il n'y a pas de vie, les limites où les planètes peuvent exister s'étendent bien au-delà de nos estimations, jusqu'au cœur même de l'enfer. Et maintenant, nous arrivons à l'un des mystères les plus grands, les plus effrayants et les moins compris de l'univers, le phénomène du réchauffement cosmique. Pendant des années, nous avons pensé que l'univers se refroidissait en s'étendant, que l'énergie se dispersait et que tout allait vers le gel. C'était la loi fondamentale de la thermodynamique. Un gaz en expansion se refroidit. Après le Big Bang, la température de l'univers a chuté. La matière s'est condensée et les étoiles se sont formées. Mais lorsque nous examinons les données des 10 derniers milliards d'années, nous observons un renversement choquant. L'univers ne se refroidit pas. L'univers se réchauffe, Terre. Car inconsciemment, nous supposions que la Terre était la norme pour la vie. Mais la science a également démoli cette arrogance. Les données montrent que la Terre est peut-être un bon endroit pour la vie, mais pas le meilleur. Il existe là-dehors des mondes bien plus habitables que la Terre, capables de bien mieux soutenir la vie. Les scientifiques ont identifié 24 planètes potentiellement super habitables. Ces planètes sont un peu plus grandes que la Terre, 1,5 à 2 fois sa masse. Un peu plus chaudes et un peu plus humides. Une plus grande masse signifie une gravité plus forte et donc une atmosphère plus épaisse et plus protectrice. De plus, une topographie de surface plus plate, c'est-à-dire des océans moins profonds et plus étendus, signifie des mers biologiquement riches et parsemées d'îles. Et le plus important, ces planètes tournent autour d'étoiles naines oranges, de type K, qui ont une durée de vie plus longue que notre Soleil. Notre Soleil vivra 10 milliards d'années, puis détruira la Terre. Mais une étoile de type K peut vivre de 20 à 70 milliards d'années. Cela signifie que la vie là-bas a des milliards d'années de plus que sur Terre pour évoluer, se complexifier et construire une civilisation. Ces planètes pourraient faire passer la Terre pour un désert
en termes de biodiversité. Des mondes riches en eau comme l'Uthène 98-59D sont peut-être des endroits où la vie est si dense que leurs océans changent de couleur avec les micro-organismes. Si cette découverte transforme la quête de Terre 2.0 en une quête de mieux que la Terre. Et c'est le plus grand coup porté à notre interrogation sur notre place dans l'univers. Peut-être que nous ne vivons pas dans une villa de luxe cosmique, mais juste dans un appartement moyen. Les vrais paradis nous attendent, peut-être sous ces étoiles oranges, avec des milliards d'années de sagesse. L'ombre géante de Tyché se cachant dans l'obscurité, la résistance au feu de L, 9, 8-59, la fièvre croissante de l'univers et ses supermondes qui rendraient la Terre jalouse. James Webb et l'astronomie moderne nous offrent chaque jour un nouvel impossible. Nous savons maintenant que les limites ne sont que dans notre esprit. L'univers n'a pas à suivre nos règles. Il joue selon ses propres règles, sauvages, chaotiques et immenses. Oh mais maintenant, il est temps de prendre une profonde inspiration, d'aller au-delà de toutes ces données, de tous ces chiffres et de toutes ces découvertes. Car tout ce voyage épique, toute cette vitesse et cette onde de choc, nous amène finalement à une seule question, la plus difficile et la plus personnelle. Et maintenant, il est temps de prendre du recul par rapport à cette vitesse vertigineuse de l'univers, à ces découvertes impossibles et à ces chiffres colossaux, et de retourner dans cette pièce silencieuse en nous. Car peu importe jusqu'où les télescopes peuvent voir, peu importe la taille des galaxies qu'ils découvrent, à la fin, nous sommes tous confrontés à la même question, à ce reflet nu dans le miroir. Où est exactement notre place sur la scène cosmique? Entre des planètes aussi gigantesques que Jupiter, des trous noirs atteignant 50 milliards de masses solaires et des pluies de métal à 2000 degrés. Que sommes-nous? Sommes-nous un petit hasard fragile, ou la pièce la plus précieuse de cette machine immense, son observateur? Le premier grand paradoxe se présente avec l'abîme impitoyable et immense des échelles. D'un côté, il y a la réalité de l'univers observable, large de 93 milliards d'années-lumière, dont nous ne verrons jamais les limites, contenant des billions de galaxies, et de l'autre côté, il y a nous, mesurant en moyenne 1,7 mètre, confinés dans la fine atmosphère de la Terre, plus petit qu'un atome à l'échelle cosmique. Lorsque ces deux réalités sont juxtaposées, la logique s'effondre, car dans un univers aussi vaste, notre existence physique est mathématiquement un néant. L'univers est trop grand pour nous remarquer, et nous sommes trop petits pour le comprendre. Cette situation crée une profonde tristesse dans l'âme humaine, un sentiment d'humiliation cosmique. Car, quoi que nous fassions, aussi haut que nous sautions, nous ne pouvons physiquement pas dépasser ces limites. Même avec notre fusée la plus rapide, il faudrait des dizaines de milliers d'années pour atteindre l'étoile la plus proche. Regardez le centre de notre galaxie. C'est observer un paysage d'il y a 26 000 ans. Nous sommes emprisonnés dans cette immense cage de l'espace et du temps. Nous regardons les étoiles, mais nous ne les toucherons jamais. Nous découvrons d'autres mondes, mais nous n'y marcherons jamais. Physiquement, nous resterons éternellement étrangers à 99,9999% de l'univers. C'est la plus grande tragédie de notre existence. Un esprit qui désire l'infini, emprisonné dans un corps fini et fragile. Mais, au plus profond de ce désespoir de cette petitesse, une beauté immense éclot. Car même si nous sommes physiquement emprisonnés dans l'univers,
nous sommes le seul être qui le dépasse mentalement. Ces galaxies géantes, ces trous noirs terrifiants, ces étoiles brûlantes. Aucun d'eux n'est conscient de lui-même. Une supernova qui explose ne dit pas « j'explose ». Un trou noir ne sait pas à quel point il est grand. Mais toi, avec ton petit corps, tu peux regarder le ciel une nuit et dire « c'est immense ». Tu es l'œil avec lequel l'univers se regarde et s'admire. Ta conscience est le seul réceptacle capable de contenir ces 93 milliards d'années-lumière, ces 13,8 milliards d'années, et de leur donner un sens. Physiquement, nous sommes des grains de poussière, mais mentalement, nous sommes l'univers lui-même. Notre grandeur ne réside pas dans l'espace que nous occupons, mais dans le sens que nous comprenons. Toi aussi, tu es une preuve vivante de ce paradoxe. En allant au travail le matin, en sirotant ton café ou en serrant tes proches dans tes bras, tu es en fait la forme que des milliards d'années de poussière d'étoiles ont pris pour penser, sentir et aimer. Chacune de tes respirations est l'héritage des supernovae. Chacune de tes pensées est le réveil de l'univers. Rappelle-toi de cela quand tu te sens petit. Tu n'es pas un point perdu dans l'univers. Tu es ce point rare et précieux où l'univers se trouve lui-même. Le deuxième grand contraste se cache dans le flux impitoyable du temps. Dans la tension entre l'éternité et l'instant. D'un côté, il y a un univers presque immortel qui existe depuis 13,8 milliards d'années et qui continuera probablement d'exister pendant des billions d'années. Les étoiles naines rouges peuvent vivre 100 milliards d'années. Les galaxies dansent pendant des milliards d'années. La perception du temps de l'univers est incomparablement lente par rapport à la nôtre. De l'autre côté, il y a une vie humaine microscopique d'en moyenne 80 ans, qui ne représente même pas un clin d'œil sur le calendrier cosmique. Et faire face à cette réalité crée une mélancolie du temps, car des milliards d'années se sont écoulées avant notre naissance, et des milliards d'années s'écouleront après notre mort. Nous sommes comme une faible étincelle qui brille un instant, puis s'éteint au milieu d'un océan sombre et infini. Même les empires qui entrent dans les livres d'histoire ne sont qu'une couche de poussière à l'échelle du temps géologique. Toutes nos joies, nos tristesses, nos guerres et nos amours sont des vibrations instantanées qui seront effacées, dont l'univers ne se soucie même pas. Le temps est ce fleuve silencieux qui engloutit et oublie tout. Et nous sommes les feuilles qui dérivent sur ce fleuve. Mais dans cette brièveté tragique se cache une intensité de sens paradoxale. Car le fait qu'une chose soit